Décembre 1942. Quelque part au-dessus des îles Salomon. Un mitrailleur de 19 ans nommé Eddie Kowalski se tient dans le ventre d'un B-17, les mains serrées autour d'un Browning M2 qui vibre comme un marteau-piqueur. Un zéro japonais glisse dans son champ de vision à sa 10 long, à environ 300 ikubalidi, se déplaçant de gauche à droite comme une fléchette. Eddie fait exactement ce que chaque instinct en lui commande de faire. Il place la mire directement sur la carlingue de l'appareil ennemi et appuie sur la détente. 50 coups hurlent. Des balles traçantes décrivent des arcs dans l'air et Eddie voit chaque projectile passer inoffensivement derrière la queue du zéro. Le pilote japonais n'effectue même pas de manœuvre d'évitement. Il continue de voler complètement indemne, tandis que le compteur de munitions d'Eddie tourne vers le vide. Ce n'était pas la faute d'Eddie. La même scène s'est répétée des milliers de fois dans tous les théâtres de la Seconde Guerre mondiale pendant ces premières années. Les artilleurs américains, bien entraînés, motivés et équipés des meilleures mitrailleuses jamais fabriquées, faisaient chou blanc. Pas occasionnellement, constamment. Les Army Air Forces ont mené une étude au début de 1943 en analysant les prises de vue des caméras mitrailleuses des missions de bombardiers au-dessus de l'Europe et du Pacifique. Les résultats étaient catastrophiques. Les mitrailleurs aériens entraînés n'obtenèrent des taux de toucher qu'inférieurs à 4% contre des cibles traversantes. 4%. Cela signifiait que pour 100 coups tirés sur un appareil ennemi se déplaçant perpendiculairement à la position du mitrailleur, 96 balles ne frappaient que l'air. Les mathématiques étaient implacables. Un engagement typique pouvait durer de 8 à 12 secondes avant que l'avion ennemi ne rompe le combat ou ne sorte de portée. Le Browning M2 tirait environ 800 coups par minute, soit environ 13 coups par seconde. Lors d'un engagement de 10 secondes, un mitrailleur pouvait théoriquement envoyer 130 cartouches dans l'air. Avec un taux de réussite de 4%, cela ne représentait que 5 impacts potentiels sur la cible. 5 impacts ne suffisaient pas à abattre un zéro, encore moins un appareil robuste comme le Focke-Wulf FW-190. Les chasseurs allemands et japonais pouvaient encaisser des dizaines de balles de calibre .50 et continuer à voler. Le coût humain était effroyable. Rien qu'en 1943, la 8th Air Force perdait en moyenne 198 bombardiers par mois sur les missions au-dessus de l'Europe. Chaque B-17 emportait 10 hommes. Cela faisait 18 880 aviateurs, tués, capturés ou portés disparus tous les 30 jours. Et une part significative de ces pertes provenait de formations de bombardiers incapables de se défendre efficacement contre des attaques de chasseurs. Les artilleurs faisaient tout correctement selon leur entraînement, suivi de la cible maintien du visuel contrôle des rafales. Le problème n'était ni leur courage ni leur engagement. Le problème, c'était la physique. La physique, elle se moquait du courage. Chaque mitrailleur visait instinctivement directement ce qu'il voyait. C'était logique, on pointe ce qu'on veut toucher, on appuie sur la détente, puis l'objet est touché. Cette logique fonctionne bien lorsqu'on tire sur une cible immobile au stand, ou même quand on chasse un cerf se déplaçant avant mais pénétrant. Mais les chasseurs ennemis n'étaient pas des cerfs. Ils traversaient le champ de vision du mitrailleur, à des vitesses dépassant 300 km/h. Certains modèles de fin de guerre comme le MiG-262, Mi-262 pouvaient atteindre 540 km/h. À ces vitesses, le temps nécessaire à une balle pour voyager du canon à la position de la cible faisait que la cible n'était plus là quand la balle arrivait. La balle elle-même quittait le canon du Browning M2 à une vitesse d'environ 2900 FTS. Ça paraît instantané et à courte portée contre des cibles lentes, ça l'était effectivement. Mais en combat aérien, la courte portée signifiait 200 à 400 yards. Et les cibles filaient à travers le ciel à des vitesses qui eussent paru impossibles 20 ans plus tôt.
Un zéro volant à 300 mph parcourait 440 NFT chaque seconde. Faites le calcul sur un tir de 300 Waglavadr, cela représente 900 FTD. À 2900 FTS, la balle mettait donc environ 0,31 secondes pour couvrir cette distance. Cela ne semble pas long, n'est-ce pas? Mais en 0,31 secondes, le zéro avait déjà avancé de 136 FT supplémentaires, l'équivalent d'environ 11 voitures alignées. Le mitrailleur visait l'endroit où l'avion se trouvait, mais la balle arrivait à l'endroit où l'avion avait été un tiers de seconde plus tôt, traversant l'air vide, tandis que le chasseur ennemi continuait sa course indemne. Ce phénomène a un nom, l'erreur de déflexion. Les scientifiques militaires le comprenaient en théorie bien avant la Seconde Guerre mondiale. Mais comprendre quelque chose en classe et le résoudre en combat sont deux problèmes tout à fait différents. La déflexion requise n'était pas un simple ajustement mineur, elle était massive et contre-intuitive. Contre une cible traversant à 90 degrés à 300 km de distance, un mitrailleur devait viser environ 15 à 20 FT devant le nez de l'appareil. Autrement dit, il fallait placer sa mire sur ce qui semblait être un ciel entièrement vide, en faisant confiance pour que la cible vole dans votre gerbe de balles. Tous les instincts humains hurlaient le contraire. Les instructeurs de tir ont tenté d'enseigner le tir en déflexion pendant les entraînements, mais les résultats furent médiocres. L'école de tir flexible des Army Air Force à Laredo, Texas, soumettait les élèves à des programmes rigoureux dès 1942. Les stagiaires passaient des heures dans des simulateurs de tourelles, tiraient sur des cibles tractées depuis des camions en mouvement, étudiaient des diagrammes montrant les angles d'anticipation corrects. Rien de tout cela ne se traduisait efficacement en combat réel. Le problème était la complexité. La déflexion n'était pas un calcul unique. Elle changeait constamment, selon la vitesse de la cible, l'angle de traversée, la portée, l'altitude, si la cible montait ou plongeait, ou si votre propre avion tournait. Un mitrailleur de la tourelle ventrale d'un B-17 qui affrontait un BF-109 en attaque frontale avait besoin d'une anticipation différente que s'il affrontait le même appareil lors d'une attaque par le flanc. Et il disposait peut-être de 4 secondes pour traiter toutes ces variables en étant sous le feu, alors que son avion heurtait des éclats de DCA et que son masque à oxygène s'embuait à 25 000 FT. La barrière psychologique était aussi mortelle que la barrière technique. Les artilleurs qui survivaient à leur première mission et essayaient la déflexion l'abandonnaient souvent après des échecs apparents. Ils visaient devant la cible, tiraient une rafale, voyaient leur traçante décrire un arc dans le ciel vide devant l'appareil ennemi et concluaient qu'ils avaient trop anticipé. La fois suivante, ils réduisaient leur avance, rapprochant leur point de visée de la cible visible. Ils se corrigeaient exactement dans le mauvais sens, faisant confiance à leurs yeux, plutôt qu'à une physique qu'ils ne pouvaient pas voir. Les images des caméras mitrailleuses prises lors des missions de 1943 montrent ce schéma de façon répétée des rafales initiales, avec une certaine avance suivie de rafales successives, reculant jusqu'à ce que le mitrailleur tire directement sur la cible ou même légèrement derrière sa position courante. Les pertes s'accumulaient. Les archives de la 8th Air Force pour les missions d'octobre 1943 vers Schweinfurt affichent 20% de pertes. 60 bombardiers ne revinrent pas sur 291 parties. Les survivants atterrissaient avec des équipages morts ou blessés des conduites hydrauliques, déchiquetés des moteurs fumants. Au débriefing, les mitrailleurs rapportaient en la même frustration. Ils avaient tiré leurs armes, avaient fonctionné, mais leurs balles n'avaient pas touché. Il fallait changer quelque chose, et vite, car au taux de perte en cours, la campagne de bombardement alliée s'effondrerait avant d'atteindre Berlin. La solution se trouvait dans un classeur depuis 1924. Écrite par un homme dont la plupart des équipages de combat n'avaient jamais entendu parler, une étude technique, The Problem of Lead in Aerial Gunnery,
avait été publié par le lieutenant-colonel James Puckle, alors qu'il enseignait à la Field Artillery School de l'armée. Puckle n'était pas un universitaire déconnecté. Il avait servi en France pendant la Première Guerre mondiale, était témoin des premières tentatives maladroites de combat aérien et reconnu que les vitesses en aviation allaient créer une crise de visée que le tir traditionnel ne pourrait pas résoudre. Son article exposait les mathématiques avec une clarté brutale. Puckle démontrait que dès que les vitesses des avions dépassaient 150 km/h, les angles de déflexion requis excédaient à la capacité intuitive humaine. Il calcula que contre une cible se déplaçant à 250 km/h à angle perpendiculaire, un mitrailleur devrait viser environ 4 à 5 longueurs d'appareil en avant de la cible visible. Son papier comportait des tableaux et des graphiques exhaustifs montrant l'avance requise pour diverses combinaisons de vitesses portées et angles de traversée, un tir à 210 km à 90 degrés contre une cible à 300 MAF demandait 47 FT d'avance. La même cible à 400 y demandait 94 FT. Les chiffres étaient stupéfiants et la conclusion de Puckle, encore plus inquiétante sans assistance mécanique, les artilleurs aériens seraient pratiquement inutiles en l'espace d'une décennie. L'armée classa son étude et l'oublia. Durant les années 1920 et 1930, l'aviation militaire progressa rapidement, mais la formation de tir resta ancrée dans la méthodologie de la Première Guerre mondiale. Les instructeurs enseignaient les fondamentaux du tir, tenue de la cible, contrôle. De la détente, contrôle de la respiration, comme si les élèves se préparaient pour une compétition de tir plutôt que pour une poursuite tridimensionnelle à 300 km/h. Peu de voix plaidant pour un entraînement avancé à la déflexion furent prises au sérieux, on les traita d'alarmistes. Après tout, raisonna-t-on. Les Américains avaient toujours été d'excellents tireurs. Daniel Boone, le sergent York. La tradition frontalière du tir d'élite. Ses talents finiraient bien par se traduire en combat aérien avec un peu d'entraînement. Ils ne l'ont pas fait. Lorsque les États-Unis entrèrent en guerre en décembre 1941, la formation des artilleurs des Army Air Forces était catastrophiquement inadaptée à la réalité du combat aérien moderne. Le programme standard durait 4 semaines. Les élèves tiraient à peine 1000 cartouches au total pendant tout leur cours de qualification. La majeure partie de cette munition servait à des cibles stationnaires et à des manches tractées lentement, se déplaçant à peut-être 150 km/h sur des trajectoires prévisibles et rectilignes. Aucune scène d'entraînement ne reproduisait le chaos d'un FW-190 plongeant à travers une formation de bombardiers à 400 km/h tout en exécutant un tonneau. Les diplômés recevaient leurs ailes, montaient dans les bombardiers, partaient pour l'Angleterre ou le Pacifique et découvraient que leur entraînement ne valait rien la première fois qu'un zéro traversait leur champ de tir. Dès la mi-1942, des commandants désespérés se mirent à farfouiller dans les bibliothèques techniques anciennes, à la recherche de n'importe quelle aide. Un capitaine nommé Robert Williams, affecté à la section d'analyse de tir de la 8th Air Force, trouva le papier de Puckle de 1924 dans les archives de Wright Field. Williams le lut d'un trait, puis rédigea immédiatement un mémo pour son officier supérieur avec 2 mots soulignés 3 fois. Il avait compris. Puckle avait prédit ce désastre exact 18 ans avant que le premier B-17 ne vole jamais une mission de combat au-dessus de l'Europe. Ses calculs étaient toujours valables, ses avertissements justes. Et des centaines d'aviateurs américains étaient morts parce que personne n'avait écouté. La question n'était pas de savoir si Puckle avait eu raison. Les mathématiques étaient indiscutables, mais de savoir si quelque chose pouvait encore être fait. Former des artilleurs à calculer consciemment des angles de déflexion tout en étant pris sous le feu semblait impossible. Le cerveau humain ne pouvait pas traiter la trigonométrie à la vitesse du combat. Mais si le calcul conscient ne fonctionnait pas, peut-être qu'autre chose le ferait.
Les Britanniques avaient déjà commencé à trouver des réponses nées de la même urgence durant l'été 1940. Le Squadron 609 de la RAF volant en Spitfire depuis Middle Wallop faisait face à une crise de tir analogue à celle que rencontreraient les bombardiers américains 2 ans plus tard. Leurs pilotes étaient courageux, leurs avions magnifiques, mais ils ratèrent leur cible, le Flight Lieutenant John Dundas. Dundas, dans le récit, examina les images des caméras mitrailleuses des combats de juillet et découvrit que le taux de toucher de son escadron contre des Messerschmitt Bf 109 traversant stagnait autour de 6%. 6 impacts pour 100 coups tirés. Le Spitfire emportait suffisamment de munitions pour environ 16 secondes de tir soutenu. Les pilotes brûlèrent leur charge de combat entière et voyaient les chasseurs allemands rentrer chez eux intacts. Le squadron leader Horus, Darley, prit une décision radicale. Il cloua son unité au sol pendant 3 jours, au début d'août 1940, en plein milieu de la bataille d'Angleterre, alors que chaque chasseur était désespérément nécessaire en vol et organisa des expériences de tir réels qui enfreignaient toutes les normes du manuel d'entraînement de la RAF. Darley avait été tireur sportif au pigeonnier avant la guerre et comprenait quelque chose sur l'anticipation des cibles en mouvement que les théoriciens militaires avaient négligé. Les meilleurs tireurs au fusil de chasse ne calculaient pas l'avance, ils la ressentaient. Leur cerveau traitait le mouvement de la cible de façon subconsciente. Leurs mains amenaient le canon devant le plateau d'argile sans réflexion mathématique consciente. Darley se demanda si les pilotes de chasse pouvaient apprendre la même réponse instinctive. Son expérience fut brutalement simple. Il fit remorquer une bannière cible par un Hurricane sur le polygone de tir pendant que ses pilotes de Spitfire effectuaient des passes de feu répétées. Mais au lieu de l'approche standard, visée soigneusement en tentant de calculer l'angle d'avance précis, Darley leur demanda de faire quelque chose qui semblait insensé, ne visait pas du tout. Regardez plutôt le mouvement de la cible. Laissez vos yeux suivre sa trajectoire et commencez à tirer pendant que votre avion est encore en train de tourner pour suivre. Laissez la déflexion se produire naturellement par le mouvement de votre virage, plutôt que d'essayer de la créer consciemment par un réglage de visée. Tirez là où vos instincts disent que la cible va être pas là, où vos yeux disent moi qu'elle est maintenant. Les premières de tentatives furent des désastres. Les pilotes manquèrent la bannière de 50 Festvollet. Tous les instincts humains criaient encore une fois leur désaccord. Les quelques voix plaidant pour un entraînement avancé à la déflexion furent traitées d'alarmistes. Après tout, raisonnait-il, les Américains ont toujours été d'excellents tireurs. Daniel Boone, le sergent York. La tradition frontalière du tir de précision, ces compétences finiraient bien par se traduire en combat aérien si on les entraînait correctement. Elles ne s'y traduisaient pas. Quand les États-Unis entrèrent en guerre, la formation des artilleurs était catastrophiquement inadéquate pour la réalité du combat moderne. Le programme standard ne durait que 4 semaines, et les élèves tiraient environ 1000 cartouches au total pendant toute leur qualification, surtout sur des cibles stationnaires et des manches tractées, lentes à 150 mph, sur des trajectoires prévisibles. Pas un seul scénario d'entraînement ne reproduisait le chaos d'un FW-190 plongeant à 400 mph en tonneau à travers une formation de bombardiers. Les diplômés recevaient leurs ailes, montaient dans les bombardiers, s'envolaient pour l'Angleterre ou le Pacifique, et découvraient que leur formation valait peu de choses la première fois qu'un zéro traversait leur champ de tir. Dès la mi-1942, des commandants désespérés fouillèrent les bibliothèques techniques anciennes à la recherche de solutions. Un capitaine Robert Williams de la section d'analyse de tir de la 8th Air Force retrouva l'article de Pockle de 1924 aux archives de Wright Field. Il le lut d'une seule traite et envoya aussitôt un mémo à son supérieur, avec 2 mots soulignés 3 fois.
Il avait compris que Puckle avait prédit ce désastre 18 ans avant le premier vol de combat d'un B-17. Les calculs tenaient toujours, et des centaines d'équipages américains étaient morts parce que personne n'avait écouté. La question n'était pas de savoir si Puckle avait eu raison. Les maths étaient indiscutables, mais de savoir s'il était encore possible d'agir. Former des artilleurs à calculer consciemment des angles de déflexion sous le feu semblait impossible. Le cerveau humain ne pouvait pas faire de la trigonométrie à la vitesse du combat. Si le calcul conscient ne marchait pas, peut-être fallait-il explorer autre chose. Les Britanniques avaient déjà commencé à trouver des réponses nées de la même urgence durant l'été 1940. Le Squadron 609 de la RAF, volant en Spitfire depuis Middle Wallop, affrontait une crise de tir comparable à celle des bombardiers américains 2 ans plus tard. Les pilotes étaient bien courageux, leurs avions excellents, mais ils manquèrent leur cible. John Dundas. Dundas, dans le récit, examina les images de caméras mitrailleuses de juillet et constata un taux de toucher d'environ 6% contre des Bf-109 traversants. Le squadron leader Horace Darley prit une décision radicale. Il cloua son unité au sol 3 jours début août 1940, en plein milieu de la bataille d'Angleterre, et mena des expériences de tir réelles qui violaient toutes les règles du manuel, pas de leçons de balistique, pas de trigonométrie, simplement des répétitions avec une consigne simple, tirez pendant que vous êtes encore en mouvement, pas après vous être stabilisé sur la cible. L'idée venait de l'observation des meilleurs tireurs de pigeons d'argile. Ils ne calculent pas l'avance, ils la ressentent. Leur cerveau traite le mouvement de la cible de façon subconsciente, et leurs mains amènent la bouche du canon, devant le plateau sans raisonnement mathématique conscient. L'expérience fut rudimentaire. Un Hurricane remorquait une bannière cible, tandis que les Spitfire faisaient des passes répétées. Au lieu de viser soigneusement les pilotes, laissaient leurs yeux suivre la trajectoire et commençaient à tirer pendant que l'avion tournait, laissant la déflexion se produire par le mouvement plutôt que par un ajustement de visée. Les premières tentatives furent catastrophiques. Les pilotes manquèrent la bannière de 15 mètres, mais Darley les fit recommencer encore et encore, 40 passes chacune sur 3 jours, sans cours théorique, juste répétition. Au 3e jour, quelque chose de remarquable se produisit. Les taux de toucher augmentèrent pas de façon spectaculaire, mais de façon significative, de 6% à environ 12%. Ce doublement signifiait 2 fois plus de balles atteignant l'avion allemand, donc 2 fois plus d'appareils abattus ou suffisamment endommagés pour ne pas retourner en mission. Darley documenta ces résultats et les soumit au Fighter Command le 18 août 40, notant une observation cruciale. Les pilotes qui s'amélioraient le plus vite n'étaient pas ceux qui avaient les meilleurs scores de tir civil, mais ceux capables de réprimer l'instinct, de viser précisément et de faire confiance à leur vision périphérique et à leur perception du mouvement. Le cerveau conscient, arguait-il, était trop lent pour le combat moderne. Il fallait entraîner le subconscient à gérer automatiquement la déflexion. Comme un joueur de baseball sait instinctivement où tombera une balle volante, sans résoudre consciemment des équations de trajectoire. Fighter Command diffusa les conclusions de Darley, mais l'implantation resta inégale. Certains escadrons adoptèrent la technique avec enthousiasme. D'autres la rejetèrent comme non scientifique. Les instructeurs de la RAF rompus aux fondamentaux du tir y virent un abandon des bonnes pratiques. Mais les résultats de combat parlaient d'eux-mêmes, les escadrons ayant embrassé le tir. Par mouvement, affichèrent des ratios d'abattage supérieurs à l'automne 1940 et la pratique commença discrètement à devenir standard, même si les manuels officiels n'avaient pas encore suivi. Les observateurs militaires américains en Grande-Bretagne prirent des notes détaillées, mais les Army Air Force faisaient face à un autre problème. Si les pilotes de chasse pouvaient acquérir la déflexion instinctive par répétition,
Les mitrailleurs de bombardier ne le pouvaient pas. Un pilote de Spitfire crée naturellement l'avance par le mouvement de son appareil. Un mitrailleur de tourelle ventrale dans un B-17 restait statique, alors que son avion volait droit et stable à travers la DCA. Il ne pouvait pas manœuvrer pour générer la déflexion. Il n'avait que ses mains et ses yeux. Si le calcul conscient était trop lent et que le mouvement instinctif n'était pas disponible, la solution devait être mécanique. C'est là qu'intervint le Massachusetts Institute of Technology, plus précisément la division 7 du Radiation Laboratory. Mise en place au début de 1942, un nom délibérément trompeur qui évoquait la recherche atomique et aidait à préserver le secret des systèmes de contrôle de tir qu'on y développait. À la tête de la division se trouvait le Dr Charles Stark Draper, un ingénieur d'une quarantaine d'années qui avait passé la décennie précédente à développer des instruments gyroscopiques pour la navigation aérienne. Draper comprit que le problème de déflexion n'était pas fondamentalement une question de tir, c'était une question de prédiction. Un site de tir devait montrer au mitrailleur non pas où la cible se trouvait maintenant, mais où elle serait au moment où les balles arriveraient. Le viseur calculateur, Mark U-14, émergea des laboratoires de Draper, sous forme de prototype, vers juillet 1943. Cela avait des airs de science-fiction, un viseur à réflecteur, relié à un système gyroscopique, pesant 28 ladilatra et nécessitant l'alimentation électrique du générateur de l'appareil. Le mitrailleur le manipulait via une commande mécanique de télémétrie. Il tournait un cadran pour aligner des repères de référence sur l'envergure de la cible, fournissant ainsi la distance nécessaire. Ensuite, il suivait la cible pendant environ 2 secondes, en la gardant centrée dans un petit cercle de suivi. Durant ces 2 secondes, le gyroscope mesurait la vitesse angulaire de la cible, la rapidité avec laquelle elle traversait le champ de vision du mitrailleur. Et c'est là que cela devient remarquable. Le mécanisme interne du Mark I-14 utilisait une série de cames et d'engrenages, un calculateur analogique en métal usiné pour résoudre en temps réel l'équation de déflexion. Il prenait en compte la distance fournie par le mitrailleur, la vitesse angulaire mesurée par le gyroscope et les propriétés balistiques connues de la cartouche calibre .50, puis calculait exactement combien il fallait viser en avant de la cible. Le résultat s'affichait sous la forme d'un réticule lumineux qui semblait flotter dans l'espace devant la cible. Le mitrailleur ne visait plus l'avion, il visait le point lumineux. Et si le télémétrage avait été correct et le suivi régulier, ce point indiquait précisément où tirer. Le Mark I-14 résolvait des équations qui auraient été prises plusieurs minutes à un cerveau humain avec papier et crayon. Et il les résolvait 30 fois par seconde, recalculant en continu au fur et à mesure que l'angle et la distance de la cible changeaient. Les essais à la Naval Air Station de Norfolk, Virginie, en août 1943, donnèrent des résultats presque incroyables. Des artilleurs qui n'avaient jamais dépassé 5% de toucher sur des cibles traversantes passèrent immédiatement à 18% avec le Mark I-14, et ce dès leur première journée d'utilisation. Après une semaine de pratique, les taux franchirent de la barre des 25%. C'était une amélioration par 5 par rapport au tir manuel, se traduisant directement par 5 fois plus d'appareils ennemis endommagés ou détruits par engagement. Mais fabriquer et installer des dizaines de milliers de viseurs. Mark I-14, dans toute la flotte de bombardiers, prendrait du temps un luxe que les Alliés ne possédaient pas. La production ne démarra réellement qu'au début de 1944 et la priorité d'installation alla aux appareils neufs sortant des chaînes plutôt qu'aux rétrofits des bombardiers déjà en service. Cela signifiait que la majorité des mitrailleurs en mission jusqu'à la fin 1943 et le début 1944 utilisaient encore des organes de visée basiques ou de simples viseurs réflecteurs sans capacité de calcul. Ils avaient besoin de quelque chose qu'on pouvait mettre en œuvre immédiatement,
sans attendre une nouvelle technologie ni modifier électriquement leurs avions. Ils avaient besoin d'une technique compatible avec l'équipement déjà disponible. La percée ne vint ni des ingénieurs, ni des scientifiques, mais des artilleurs de combat eux-mêmes, plus précisément du théâtre du Pacifique, où les distances d'engagement et la visibilité étaient souvent meilleures que dans l'Europe couverte de nuages. Le sergent-chef William Bill, Fleming mitrailleur de queue intégré au personnel de soutien du Air Group de l'USS Lexington, avait en mars 1944 effectué 31 missions de combat et survécu à la perte de 4 appareils. Fleming n'était pas officier, n'avait pas fait d'études supérieures et n'aurait su expliquer la précession gyroscopique pour sauver sa vie. Mais il avait tiré environ 40 000 cartouches en combat et avait constaté personnellement des impacts sur 7 appareils ennemis. Il tenait aussi un carnet. Le carnet de Fleming contenait quelque chose d'inhabituel, des croquis d'appareils ennemis avec des traits dessinés en avant de leur nez, montrant où il avait réellement visé lors d'engagements réussis. Il avait mesuré ses distances d'avance en les comparant à la longueur apparente de l'avion, une longueur d'appareil devant, pour des angles faibles, 2 longueurs, pour des angles modérés, 3 ou plus, pour des traversées raides. Le 14 mars 1944, Fleming présenta son carnet au lieutenant-commandant Edward Butch O'Hare lors d'un débriefing habituel. O'Hare, déjà titulaire de la Medal of Honor et l'un des tacticiens d'élite de la Navy, reconnut aussitôt la valeur empirique de ces données de déflexion réunies en conditions réelles. Il ordonna à Fleming d'organiser des sessions d'entraînement pour tous les artilleurs de l'Air Group, pas des cours théoriques, mais des exercices pratiques utilisant une technique simple qui devint connue sous le nom de spot shooting. Fleming faisait tenir aux artilleurs leur position pendant qu'un autre membre d'équipage marchait sur le pont en tenant un modèle d'avion au bout d'une perche. Lorsque le modèle passait à différentes trajectoires, Fleming guidait les artilleurs pour qu'ils étendent leur visée en avant selon des incréments spécifiques, une longueur d'appareil pour des angles faibles, 2 longueurs pour des angles moyens, 3 ou plus pour des tirs en travers raides. L'idée clé était de donner aux artilleurs une référence visuelle mémorisable et immédiatement applicable, compter les longueurs d'avion devant le nez, puis faire feu. L'officier de tir du Lexington, sceptique mais désespéré, autorisa des essais contrôlés lors des opérations du porte-avions au large du lagon de Truk à la fin mars 1944. Il releva les dépenses de munitions et les confirmations d'impact des 8 semaines précédentes, puis suivit les mêmes métriques après le programme d'entraînement de Fleming. Les résultats furent sans appel. Avant la formation, les artilleurs du groupe aérien réalisaient en moyenne 4-2 impacts par 100 cartouches tirées contre des cibles traversantes. À la fin d'avril, seulement 6 semaines après l'implantation du spot shooting, ce taux était monté à 9,1 impacts pour 100. La technique avait plus que doublé leur efficacité. Le bouche à oreille se répandit dans la flotte du Pacifique à une vitesse remarquable. En mai 1944, des variantes de la méthode de Fleming étaient enseignées sur les porte-avions Essex Enterprise et Bunker Hill. Les officiers de tir de chaque bâtiment y ajoutèrent leur propre raffinement. Mais le principe restait le même, fournir aux artilleurs un système de mesure visuelle simple, directement lié à la taille apparente de la cible, éliminant le besoin de calcul conscient. Un artilleur n'avait pas besoin de savoir qu'il compensait environ 0,3 secondes de temps de vol de la balle. Il lui suffisait de se souvenir 3 longueurs d'avion de vent pour un tir de travers. La technique fonctionnait parce qu'elle s'alignait sur le fonctionnement réel du traitement visuel humain. Notre cerveau excelle dans la comparaison de taille relative, mais est médiocre pour estimer des distances absolues. Demander à un artilleur d'anticiper de 50 LFT ne signifiait rien s'il n'avait aucun repère pour savoir à quoi ressemblaient 50 TFT à 300 Gavriliak. Mais, avancé de 2 longueurs d'avion,
lui donnait un étalon visuel immédiat, qu'il pouvait appliquer sans y réfléchir. Le zéro qu'il traquait fournissait sa propre règle de mesure. Il lui suffisait d'étendre cette mesure en avant dans le vide. Les Army Air Forces adoptèrent des protocoles d'entraînement similaires à la mi-1944, bien qu'ils les appelassent « Radius of Action Shooting ». Les manuels techniques commencèrent à inclure des schémas montrant les distances d'avance correctes exprimées en multiples de l'envergure ou de la longueur de fuselage de la cible. Late Air Force Gunnery School à Lavinham en Angleterre reconstruisit tout son programme d'entraînement autour de la technique en juin 1944. Les pertes par mission, bien que toujours importantes, commencèrent à décliner. Juillet 1944 montra un taux de perte de bombardiers nettement inférieur à celui d'octobre précédent, une différence représentant des centaines d'hommes d'équipage qui rentrèrent chez eux au lieu de mourir au-dessus de l'Allemagne. Mais connaître la technique et l'appliquer en conditions de combat restaient deux défis entièrement différents. Le cerveau humain même, armé de la méthode du spot shooting, se combattait lui-même lorsque les tirs commençaient. Des psychologues intégrés aux Army Air Forces documentèrent abondamment ce phénomène lors d'entretiens en 1944 avec des mitrailleurs de retour. Le problème n'était pas le savoir. Les artilleurs pouvaient réciter parfaitement les distances d'avance correctes pendant les débriefings. Le problème était que la connaissance consciente s'évaporait sous le stress remplacé par un instinct primitif qui hurlait « Vise la menace ». Le capitaine Harold Klein, psychologue militaire stationné à Bovington, étudia cette réponse en analysant les images des caméras mitrailleuses couplées aux interviews post-mission. Il identifia un schéma qu'il nomma « effondrement par fixation sur la menace ». Les artilleurs commençaient un engagement en appliquant la déflexion correcte, mais à mesure que le chasseur ennemi se rapprochait et que la perception du danger augmentait leur point de visée, dérivaient progressivement en arrière, jusqu'à ce qu'ils tirent directement sur la cible, voire derrière elle. Les données de Klein montrèrent que cet effondrement était le plus rapide lors d'attaques de front où la vitesse de fermeture dépassait 500 podnet/ph et où le mitrailleur disposait peut-être de 2 secondes avant l'ouverture du feu ennemi sous une telle pression extrême. La technique rationnelle se dissolvait en pur réflexe, pointe vers la chose effrayante, presse la détente. La seule solution fut une répétition si intensive que le tir en déflexion court-circuita totalement la pensée consciente et s'ancra au même niveau neurologique que marcher ou attraper une balle lancée. Cela exigeait un temps d'entraînement que l'armée ne pouvait pas se permettre en 1942-1943. Mais à la fin de 1944, avec le contrôle aérien allié en amélioration et des filières d'entraînement mieux établies, les écoles de tir allongèrent leur programme. Le cursus standard 4 semaines en 1942 passa à 8 puis 10 semaines. Les stagiaires tirèrent désormais 5000 cartouches pendant la formation, au lieu de 1000 et plus de la moitié de ces cartouches étaient consacrées à des cibles mobiles, à des vitesses réalistes de combat. La Naval Air Gunner School de Jacksonville, Floride, lança dès août 1944 un exercice particulièrement efficace, monter des mitrailleuses calibre 50 sur des tourelles motorisées, capables de pivoter et d'élever rapidement, puis faire remorquer des cibles par des hors-bords à haute vitesse sur l'eau jusqu'à 60 mph, en variant aléatoirement distance et angle de traversée. Les stagiaires affrontèrent ces cibles, encore et encore, 50 à 70 passages par jour, jusqu'à ce que l'acte de mener devienne automatique. Les instructeurs n'interrompaient pas verbalement les élèves pendant les exercices. Ils leur faisaient tirer, vérifier leur motif d'impact, ajuster et tirer à nouveau. Le subconscient apprenait via des boucles de rétroaction plus vite que l'esprit conscient n'apprenait par instruction. Les meilleurs artilleurs ayant survécu à 30 missions ou plus montrèrent quelque chose de remarquable. Dans l'analyse des films de combat, leur point d'avance restait stable, même sous une pression intense.
Quand un FW-190 fonçait à travers la formation avec des rafales de canon, ces artilleurs expérimentés conservaient automatiquement leur avance. Leur esprit conscient pouvait être terrifié. Beaucoup avouèrent être persuadés qu'ils allaient mourir, mais leurs mains gardaient quand même le bon visuel. Ils avaient atteint ce que les arts martiaux appellent le mushin, l'état du no-mind, où la technique s'exécute sans direction consciente. Mais ce niveau de maîtrise demandait du temps et des munitions que la plupart des artilleurs ne reçurent jamais. Les maths de la formation en temps de guerre étaient brutales. Si forger un tireur expert en déflexion réclamait 5000 cartouches et 10 semaines intensives, alors que l'offensive de bombardement avait besoin de 50 000 nouveaux artilleurs. En 6 mois, des compromis étaient inévitables. La plupart des mitrailleurs engagés en mission ne parvinrent jamais à une véritable compétence inconsciente. Ils restèrent perpétuellement au stade de la compétence consciente, capables d'appliquer correctement la déflexion quand les conditions leur laissaient le temps de réfléchir, mais vulnérables à l'effondrement sous un stress extrême ou face à des situations tactiques inattendues. Cela créa une étrange stratification de l'efficacité au combat. La puissance de feu défensive d'une formation de bombardiers n'était pas uniforme. Elle dépendait fortement des mitrailleurs précis, occupant des postes précis sur des appareils précis. Une formation qui comportait quelques vétérans profondément entraînés pouvait repousser des attaques qui mettraient à bas une formation composée d'équipages plus récents. Les pilotes de chasse allemands apprirent à identifier et exploiter cela, ciblant les bombardiers qui montraient un tir hésitant ou imprécis lors des premières passes et évitant les formations dont la défense était immédiate lourde et bien placée. La révolution du tir en déflexion, née des expériences britanniques et du désespoir américain, ne s'est pas arrêtée à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Le principe de base « viser là où la cible sera pas là où elle est » devint fondamental pour tous les systèmes d'armes développés ensuite. Le viseur calculateur Mark 1.14 évolua en Mark 1.18, qui servit pendant la guerre de Corée, puis en calculateur de tir numérique capable de traiter des dizaines de variables simultanément. Lors du conflit du Vietnam, les appareils emportèrent des systèmes de visée, assistés par radar, qui calculaient la déflexion automatiquement, ne demandant au pilote que de maintenir la cible dans les paramètres d'acquisition. Le système de visée optique à calcul de lead du F-4 Phantom accomplissait en microsecondes ce que les gyroscopes mécaniques de Draper mettaient en des fractions de secondes à déterminer. Le combat aérien moderne a en grande partie dépassé l'usage des canons. Les missiles gèrent les interceptions à des distances où la déflexion se compterait en miles plutôt qu'en pieds. Mais la physique sous-jacente n'a pas changé seule, le mode d'implémentation a changé. Un missile AM-120 AMRAAM-SIC utilise la navigation inertielle et un radar actif pour mettre continuellement à jour sa trajectoire vers l'endroit où sera sa cible, exécutant des calculs de déflexion des milliers de fois par seconde. Le radar AN/APG-77 du F-22 Raptor ne se contente pas de suivre les cibles. Il prédit leur position future à partir de leur vitesse et accélération actuelle, puis positionne l'appareil et sélectionne les armements en conséquence. C'est le même problème que William Fleming résolut avec des croquis en 1944, désormais traités par des ordinateurs effectuant des teraflops au lieu de mitrailleurs comptant des longueurs d'appareil. Fait intéressant. Les fondamentaux du tir en déflexion font toujours partie de la formation des pilotes de chasse modernes. Même si les canons sont des armes secondaires aujourd'hui, la Navy Fighter Weapons School Top Gun enseigne encore des manœuvres de combat rapprochées, incluant des engagements au canon. Non pas parce que les pilotes s'attendent à se battre au canon, mais parce que l'apprentissage de la prédiction visuelle d'un mouvement de cible développe une conscience spatiale applicable à tous les aspects du combat aérien. Un pilote qui maîtrise intuitivement le tir en déflexion comprend d'instinct les vitesses de fermeture, le angle off et les courbes de poursuite
des concepts utiles que l'on tire au canon ou que l'on se positionne pour lancer un missile. Les leçons dépassent moi l'aviation et s'appliquent à tout domaine, impliquant des cibles à déplacement rapide, des systèmes modernes de défense antiaérienne, du CWS, Close-in Weapon System, protégeant les navires, au système CRAM. Défendant des bases terrestres, sont en substance des mises en œuvre sophistiquées de ce que peinaient à faire manuellement les mitrailleurs de 1943. Le système Phalanx tire 4500 projectiles par minute, soit 75 coups par seconde, contre les missiles et avions ennemis en approche. Son radar calcule continuellement la déflexion et met à jour le point de visée, réalisant les mêmes corrections qu'Eddie Kowalski devait effectuer au-dessus des îles Salomon, simplement plus vite et sans l'hésitation humaine qui coûta tant de vies. Même les jeux vidéo de simulation de combat intègrent désormais cette mécanique de déflexion, enseignant le même principe contre-intuitif, viser là où la cible va être. Des titres comme War Thunder ou Digital Combat Simulator exigent des joueurs qu'ils anticipent manuellement la trajectoire des cibles en mouvement, et les débutants éprouvent exactement la même frustration que les mitrailleurs de 1942. Voir leur traçante passer inoffensivement derrière l'appareil adverse jusqu'à ce qu'ils comprennent que l'anticipation est indispensable. Les joueurs les plus habiles atteignent alors la même compétence inconsciente que les vétérans du combat. Leurs mains ajustent la visée sans réflexion consciente. Le passage de taux de réussite de 4% au début de 1943 à plus de 20%, fin 1944, représente l'une des améliorations tactiques les plus spectaculaires de toute la Seconde Guerre mondiale, obtenue non par un meilleur matériel, ni par le nombre, mais par la compréhension et l'exploitation de la cognition humaine plutôt que par sa contrainte. Des milliers de membres d'équipage qui seraient morts continuèrent à voler. Des chasseurs ennemis qui auraient échappé furent abattus. Des campagnes de bombardement qui auraient échoué atteignirent leurs objectifs. Tout cela parce que quelqu'un reconnut enfin que l'instinct humain, aussi fort soit-il, pouvait se tromper, et que survivre signifiait apprendre à ignorer ce qui semblait naturel pour obéir à ce que la physique exigeait. Les mitrailleurs qui apprirent à viser le ciel vide, qui se forcèrent à tirer sans rien voir et à faire confiance à leurs balles pour rencontrer le métal, prouvèrent quelque chose d'essentiel sur l'adaptabilité humaine sous pression. Nous ne sommes pas prisonniers de nos instincts, avec une compréhension juste, un entraînement suffisant et un peu de désespoir, nous pouvons reprogrammer nos réactions pour les aligner sur la réalité, au lieu d'exiger que la réalité s'aligne sur nos intuitions. Cette leçon, née dans le sang au-dessus de l'Europe et du Pacifique, reste valable partout où l'instinct et la solution pointent dans des directions opposées.